Goedenavond, bonsoir. Plusieurs fois, on a demandé public d'inviter Agence Terre, une agence d'urbanisme parisienne, moins connue en Belgique. La masterclass sur la rue de la Commune à Saint-Josse nous semblait l'occasion idéale, la plus idéale. La rue de la Commune est une rue normale, avec un profil typiquement bruxelloise. Dans cette masterclass, on veut explorer la rue comme lieu quotidien, son impact sur le quartier, ses habitants et les passants. Agence Terre aborde toutes les questions relatives à l'urbain, le renouvellement et l'anticipation de son devenir, sans séparer paysage et urbanisme. Un des exemples est le projet transfrontalier de la métropole verte sur l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Décerné par le Conseil européen des urbanistes, ce projet a eu le 7e European Urban and Regional Planning Award en 2008. Exemplaire pour leur approche est le bois habité, un projet avec le principe fondateur du quartier et la plantation de 350 arbres de grande taille dans un quartier d'habitation. L'habitant, soit posté derrière une fenêtre, soit parcourant les espaces publics, est entouré d'un horizon de bois. L'agence Terre opère sur la transformation des espaces publics en prenant en compte le contexte de l'intervention dans toute sa complexité. Dans une approche conceptuelle, les qualités de lieu, sa programmation possible, mais aussi les données économiques, sociales et politiques sont prises en compte pour fédérer et orienter le devenir du site. Nous sommes ravis de vous présenter Olivier Philippe, cofondateur de l'Agence Terre. Merci. Bonsoir. Guten Abend. C'est comme ça. C'est très impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, donc je suis ravi. En plus, je viens d'avoir 2 livres d'une édition toute récente, ça a été imprimé il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression, il y a 2-3 jours. Voilà, alors je ne vais pas tellement parler finalement du sujet de demain, de ce masterclass, parce que c'est un sujet qui est quand même extrêmement précis. Je vais plutôt parler d'une manière un peu plus générale de comment on aborde nous l'espace public. Et je préfère le faire d'ailleurs au travers d'une série de projets qui sont tous différents, dans des contextes différents, dans des lieux différents, d'échelles différentes, et qui répondent, je pense en tout cas, à une série de problématiques qu'on retrouve de manière récurrente dans l'espace urbain. Alors, au préalable, alors je m'excuse pour les italophones, il n'y a pas d'accent cheetah, mais bon, il n'y a pas ça sur les keyboards. Donc, cheetah slow, parce que finalement, la ville lente, c'est quand même le sujet actuel. Avec notamment ces 2 images qu'on montre très fréquemment sur le Champ de Mars à Paris. À gauche, 1954, vous avez donc le Champ de Mars. Bien sûr, c'est à une période où il n'y avait personne. Mais en gros, c'était inaccessible. Donc l'espace public était, lorsqu'il n'était pas fonctionnel, était essentiellement de l'ordre de la représentation. Même les jardins publics parisiens, fondés sous Haussmann, par Alphand, étaient des lieux, finalement, des scénettes pseudo-naturelles qu'on admirait et dans lesquelles on s'exposait, on se regardait les uns les autres, et qui était finalement quelque chose dont on ne profitait pas. C'est-à-dire qu'on ne profitait pas pleinement du sol. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a changé en France extrêmement récemment. Alors c'est moins récent dans d'autres pays. Avec la Villette, le parc de la Villette, qui a été une vraie révolution, puisque tout d'un coup, l'étendue du sol elle-même, ce gazon, devenait un lieu accessible et polyvalent et programmable à l'infini, avec aussi l'idée d'un mélange finalement de ces parcs qui originellement étaient totalement dissociés de l'espace urbain courant, clos, avec des clôtures et forme d'isolat,
là, à la Villette, sont en parfaite continuité finalement avec la ville. Il n'y a pas de barrière, on voit le périphérique, tout est accepté finalement. Et c'est aussi un lieu où finalement un certain nombre de fonctions plus strictement urbaines sont programmées, programmables. Voilà. Donc ce caractère extrêmement polyvalent des parcs est également vrai à l'inverse pour les espaces qui peuvent être des places ou d'autres lieux, comme les voies sur Berge à Paris, qui sont transformées chaque été. Alors c'est plus ponctuel. La question du temps intervient également. Ils sont transformés en espace public festif, un peu voyant peut-être, mais bon, voilà. Il est question, on attend d'ailleurs savoir si c'est nous qui le ferons ou pas, de transformer la rive gauche de Paris justement en espace public ouvert aux Parisiens, en supprimant les voies sur Berge. Donc on est bien finalement dans cette idée que la ville n'est plus animée d'abord par un souci fonctionnaliste, qui était très visible partout. Paris a souffert moyennement par rapport à d'autres. Je ne sais pas, Bruxelles, d'autres villes ont souffert beaucoup plus, avec cette omniprésence finalement de la voiture, ces voies sur berge, ces autoroutes urbaines, etc. Cette dimension ultra-fonctionnaliste disparaît finalement, enfin en tout cas elle se réduit. Donc il y a un nouveau partage qui s'opère. Et tout ça est lié aussi au fait que finalement, on a enfin découvert que la ville était, dans sa totalité, un lieu de confort, devait être un lieu de confort et de plaisir. C'est là vraiment la grande... c'est vraiment et ça touche tous les types d'espaces. C'est vraiment le grand changement qui s'opère depuis une dizaine d'années. Alors, bon, probablement qu'une des raisons, c'est simplement qu'on est passé, en tout cas en France, d'un pays extrêmement rural où la ville était... La partition ville-campagne était très nette, et finalement dans les complémentarités assez fortes. Aujourd'hui, dans un système où on vit essentiellement en ville, mais la ville n'est plus la ville, parce que ce sont des étendues qui incluent finalement un certain nombre de composantes qui faisaient partie initialement de la campagne. C'est à la fois des bois, c'est à la fois des lieux où on cultive, c'est à la fois des espaces naturels ou semi-naturels. Bref, toute une sorte de dispositif qui fait qu'un certain nombre de choses qu'on allait chercher avant à l'extérieur, finalement, on peut en partie, en tout cas, les trouver à l'intérieur. Voilà, donc cette modification, en France, elle était portée très largement par des outils qui sont des outils politiques qui n'existent pas forcément partout. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique. J'ai cru qu'à Bruxelles, c'était un peu plus compliqué. Mais on a ce qu'on appelle les comités d'agglomération. On a les communautés urbaines, un certain nombre d'outils qui sont des outils politiques et donc des leviers de décision considérables et financiers également, qui permettent finalement d'avoir des politiques sur la mobilité, mais aussi sur l'aménagement finalement de ces grandes étendues urbanisées aux échelles les plus vastes. Donc c'est assez récent, puisque finalement ces outils politiques existent depuis simplement une quinzaine d'années. C'est important parce que il n'y a pas de bon projet sans bon maître d'ouvrage, sans maître d'ouvrage constitué. Et il ne peut pas y avoir de projet non plus si finalement les missions que donnent les maîtres d'ouvrage aux différents concepteurs, quels qu'ils soient, architectes, paysagistes, urbanistes, finalement ont besoin, lorsqu'on est dans une prospective et dans des démarches qui nécessitent du temps, on a besoin de travailler avec des missions qui intègrent cette notion de temps, y compris financièrement. Et aujourd'hui, ces outils existent en France au travers de systèmes qu'on appelle les contrats cadres et qui nous permettent, vous verrez, de travailler par exemple à Toulouse sur l'ensemble de la métropole toulousaine, sur la Garonne et les canaux, sur une échelle de temps de 10 ans. C'est également le cas à Marseille, où on travaille sur Euromed 2 sur une échelle de temps de 10 ans. Voilà. Donc on a aujourd'hui, c'est assez important, parce qu'aujourd'hui on a un ensemble d'outils qui permettent effectivement ce basculement finalement de la ville qui a eu jusque la fin, c'est la fin de la modernité, jusqu'à la fin des années 70, a été très fonctionnaliste et très porté vers l'industrie finalement, et assez peu porté vers l'idée du confort et du plaisir. Il fallait croître, il fallait s'enrichir. L'idée de l'enrichissement se modifiant, effectivement, on a aujourd'hui, en tout cas, à disposition d'autres outils. Bon, c'est un exemple. Rennes, effectivement, est un bon exemple. Donc, le premier cas, c'est celui d'Ivry-sur-Seine, qui est un parc en périphérie parisienne. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, Paris est... vous voyez... Il n'y a pas le petit truc, là, le petit machin, pas... Roland, il n'y a pas un...
Vous voyez une ligne qui se dessine, qui en fait correspond au périphérique. Donc on est au sud-est de Paris. Donc Ivry est une ville d'à peu près 100 000 habitants qui est jouxte Paris, hein, qui est contre le périphérique parisien. Donc on est dans le continuum urbain dense de Paris. Et ici, comme ailleurs, il y a un certain nombre d'espaces publics qui se constituent, en général, sur d'anciens sites industriels, évidemment pollués. Ça, c'est là aussi le grand paradoxe, finalement, actuel, c'est que tous les espaces publics divers se constituent sur des espaces qui sont pollués et qui restent en dessous pollués. Donc il faudra des dizaines d'années pour les dépolluer, qui se dépollueront naturellement. Voilà. Le rôle de ce parc, c'est un peu à l'échelle d'Ivry une sorte de la Villette, puisque finalement, il doit remplir des fonctions dans la ville qui vont bien au-delà de celles du parc, puisqu'il doit, c'est un lieu où il y a un ensemble de manifestations qui sont organisées. Ça peut être des brocantes, ça peut être des foires, ça peut être des fêtes, ça peut être des choses comme ça. Donc il tient le rôle de place également. Il a cette double vocation d'être un parc et une place, et avec un système de limites, vous le verrez, qui est très ouvert et qui accepte la proximité, le voisinage du chemin de fer. Vous voyez cette grande ligne droite qui jouxte le rectangle rouge. Donc finalement, il accueille, c'est-à-dire qu'il accepte finalement tout cet environnement. Donc c'est vraiment là, pour nous, même si formellement on n'est pas dans le design de la Villette, qui est un design qui est très marqué, mais en même temps très marqué dans son temps, on est dans la même pensée, et c'est cette notion de pensée, nous, qui nous intéressait, bien plus que le dessin lui-même, le design lui-même. L'autre chose que vous verrez, et je passerai les photos assez rapidement, c'est que finalement, qui est une caractéristique de l'agence, et où on travaille effectivement par un système en général de strates. Hein. Le strate, ce n'est pas simplement des couches qu'on superpose. Hein. Ça existe en géologie. Effectivement, le projet de la transfrontalier utilisait cette stratification géologique et l'exploitation de cette strate de charbon et la construction de ces paysages pendant plus d'un siècle, pendant un siècle et demi, qui a modifié complètement cette géographie et ce bassin minier, et qui a formé une communauté sociale extrêmement soudée et cohérente. Ici, on n'est pas dans ce système-là. On est dans un système assez simple qui se réfère assez clairement. La première fois, notre première idée sur les strates, c'était finalement la lecture d'Italo Calvino. Vous avez probablement lu Le Baron Perché. Donc, il y a cette histoire finalement de deux jeunes adolescents. Donc l'un est un peu fâché avec ses parents, il vit dans les arbres, et l'autre vit au sol. Mais ils sont très liés. Et donc, finalement, ils se déplacent dans cet espace, qui est le même espace en plan, mais la perception qu'ils ont du monde est radicalement différente, parce que l'un est en haut, est sur les cimes, et l'autre est au sol. Donc, c'est un peu, dans une certaine mesure, ce travail-là ici. Ça peut être d'autres choses, dans d'autres projets. Les strates peuvent être les couches, effectivement, de l'histoire, qu'on révèle ou pas. Ça peut être aussi une stratification qui est liée au temps. Mais en tout cas, on pense qu'effectivement, les choses s'opèrent par stratification, et donc la plupart de nos projets sont basés sur cette notion. Alors ce parc, il a été photographié par Doisneau dans les années 70, pardon. Donc c'était déjà, les usines étaient parties, il y avait déjà cette grande barre, assez beau bâtiment en briques, et donc c'est du logement social. Tout autour, c'est du logement social. Vous avez les bâtiments de Renaudie, pour les architectes qui connaissent Renaudie, qui est un architecte qui a une architecture assez particulière, avec ce système de terrasse en pointe, en triangle, une architecture particulière et qui est très présente à Ivry, qui est assez originale. Tout le monde n'aime pas, mais bon, c'est assez original et assez agréable, en tout cas à l'intérieur. Et finalement, ce lieu servait déjà de parc. Hein, c'est-à-dire qu'il a été investi à la fois, comme c'est un lieu plus ou moins plan, il a été investi par les gens pour faire un certain nombre d'activités, jouer au foot, jouer au bowle. La ville, il faisait un certain nombre de manifestations. Et les enfants, surtout, la France était assez pauvre dans ces années-là. Les enfants improvisaient des luges avec du carton et descendaient une colline qui était en fait un remblai, tout simplement, qui avait été laissé là, assez pollué. Et voilà. Donc, finalement, là, on parle bien de stratification ici. Les germes étaient déjà là. Les germes du parc, dans ses usages, mais aussi dans sa constitution, pour nous, étaient là. On avait le plat et cet horizon de la ville permanent, et on avait cette colline qui nous semblait être à la fois un horizon depuis l'extérieur. C'est la colline est la partie émergente, finalement, du parc. Et lorsqu'on grimpe sur cette colline, elle était un peu basse, on l'a rehaussée. Finalement, on a l'horizon, on est au-dessus, on s'extrait de la ville, et on voit l'ensemble de l'horizon parisien et métropolitain.
Donc voilà, donc c'est en fait quelque chose d'assez simple. C'est une grande pelouse quasiment plane, des arbres. Bon, les photos ont 2-3 ans, donc ça a un peu poussé depuis. On a eu le Grand Prix du paysage en 2008 pour ce projet. Et puis une simple ligne d'eau qui... Il y a d'autres astuces, finalement, à la fois sur les limites. La question des limites est très importante, et aussi sur la dimension, la perception de la dimension. Et pour nous, il est assez important, lorsqu'on travaille sur un espace public, et qu'on pense qu'il est nécessaire de le rendre plus grand qu'il n'est en réalité, de faire en sorte que depuis ces accès, on ait la perception des plus grandes distances, depuis tous les accès, ou depuis la plupart des accès. Ce qui finalement est une manière d'agrandir le parc, de le faire plus grand qu'il n'est. Donc là, vous avez toute la longueur, on est pratiquement sur l'entrée, on n'est pas tout à fait à l'entrée d'ailleurs là, mais on a cette perception, et de l'autre côté, on est à 350 mètres. Et d'avoir cette dimension dès l'entrée, cette dimension du total du parc, nous paraît être quelque chose d'important pour en saisir pleinement la mesure. L'autre principe, c'est effectivement un travail sur les limites qu'on verra tout à l'heure, et qui est là à droite de cette ligne d'eau, donc cette ligne d'eau qui rassemble l'ensemble des pavillons finalement qui sont sur ce parc, qui ont des fonctions un peu précises. Il y a un restaurant, il y a le pavillon de jardinier, un pavillon d'accueil, un pavillon pour des marionnettes. Vous avez des mâts qui brumisent, des choses comme ça, donc c'est un lieu un peu actif. C'est la plage verte des gens, parce que finalement les gens là, c'est une ville ouvrière, avec beaucoup de gens assez modestes. Et finalement, l'été, ils sont là. Donc, c'est leur plage verte. On l'appelait d'ailleurs la plage verte. Donc, quelque chose d'assez simple. Voilà, donc là, on est en haut du belvédère. Alors, c'est un espèce de remake simplifié, involontaire, de la Casa Malaparte de Libera. Je veux dire, le belvédère. C'est un peu le même dessin, enfin on ne voit pas complètement, mais c'est un peu le même dessin. Et effectivement, lorsqu'on est en haut, on l'a rehaussé. Lorsqu'on est en haut, on l'a reformulé, le remblai. Et lorsqu'on est en haut, on a la vue sur tout Paris. Donc on s'extrait finalement des conditions de la ville. D'ailleurs, on n'entend pas les mêmes bruits. Les bruits d'en bas sont mixés, c'est assez différent. C'est aussi une ambiance sonore qui est très différente. On entend très bien les trains, alors qu'en bas, on les entend très peu. C'est assez différent. Voilà, il y a des parties qui sont également en creux, un peu pour les mêmes raisons finalement que la partie qui est en remblai, c'est que c'est une manière de s'affranchir de la condition du sol courant, de ce grand sol plan. Et lorsqu'on est dans ce creux, il n'est pas très profond, il y a à peu près 1,50 m, finalement, on est très protégé et beaucoup de gens lisent là. Donc on offre des conditions finalement pour être à l'écart, c'est extrêmement, extrêmement simple. Et puis cette grande corbeille qui est une corbeille, qui est une roseraie en fait, verticale, et qui abrite des jeux, donc autre élément un peu plus technique, un peu plus spectaculaire peut-être. Voilà. La question des limites, qui est une question donc récurrente, on le verra sur un certain nombre d'autres projets chez nous, c'est qu'on est toujours embarrassé par cette notion de, lorsqu'on est sur des parcs, par cette notion de... Et peut-être parce que justement ils remplissent des fonctions qui ne sont pas uniquement ceux d'un parc, on est un peu embarrassé par cette question de la limite et de la fermeture. En France, et singulièrement à Paris, tout est fermé, tout est clos et éclairé. Alors maintenant, on n'arrive à pas éclairer. Enfin, il faut se battre quand même. Ou faire ça en douce le mois d'août, quand ils sont partis. Voilà. Donc pour nous, cette continuité finalement du dedans et du dehors, à défaut d'être physique en permanence, puisque c'est clos, il faut au moins qu'elle soit visuelle. Donc on reprend en fait les principes qui sont les principes qui ont été dictés à l'époque classique. C'est le AA, donc, qui était ce système qui permettait finalement... alors on le fait de manière beaucoup plus démocratique, bien sûr, mais qui permettait aux aristocrates d'avoir la continuité. On aimait la nature, l'idée de la nature, mais pas tellement la nature elle-même, et surtout pas beaucoup les paysans. Et donc les aristocrates avaient, depuis leur château, vous voyez, leur jardin en continuité avec la campagne par un simple système de murs et de fossés qui permet d'avoir une continuité parfaite, mais d'empêcher les bêtes et les paysans de rentrer dans leur propriété. Donc là, il a une vocation beaucoup plus démocratique, mais finalement, il permet d'avoir un niveau constant dehors et dans le parc, et une continuité de vue. C'est-à-dire que lorsque le parc est fermé, on bénéficie toujours de cette vue. Et lorsqu'on le longe, on n'est pas avec une grille qui obstrue la vue sur le parc. Donc voilà, c'est quelques images.
Alors il y a d'autres choses qui sont un peu plus annexes, mais auxquelles on essaie de faire toujours attention. Donc il y a les grands murs de graphes, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient des graphes, parce que c'était un lieu abandonné, et en fait on a négocié avec eux, on leur a donné un beaucoup plus grand mur, en échange de quoi ils devaient pas, ils acceptaient de ne pas taguer. Et ça marche, et ça continue de marcher. Alors, ce qui m'étonne pas, c'est que ça ait marché au début. Ce qui m'étonne, c'est que ça continue de marcher. Et les graphes sont splendides. Il y a là, pas vraiment, mais il y a des graphes splendides. C'est sur les blogs de grapheurs. Il y a des choses absolument splendides. Et c'est très visible depuis même la partie, la grande pelouse du parc. Là, c'est un côté. C'est extrêmement visible. Donc, c'est en même temps un show. C'est-à-dire que c'est une scène. Les grapheurs viennent, ils restent la journée, les gens regardent. Et voilà, c'est parfaitement accepté. Bon, voilà les systèmes de avant qu'ils poussent et d'autres systèmes de clôture. Alors ça, c'est autre chose. C'est pas un espace très courant. C'est un Canary Wharf, un projet qu'on n'a pas réalisé, mais qu'on nous avait demandé. Donc c'était en 2000 ou 2001, je me souviens plus, et qui est dans Canary Wharf. Alors je vais vous montrer très peu d'images. Pour ceux qui connaissent Canary Wharf, c'est le deuxième quartier d'affaires de Londres. Et donc c'est une série de docks finalement, avec des parties en eau et des parties qui sont construites, assez denses, une architecture un peu lourde, très peu d'espace public, des rues très ventées, puisqu'on est dans l'axe de la Tamise en fait. C'est dans une boucle de la Tamise, mais en fait le vent passe, et donc un phénomène venturi, donc une accélération. Donc l'espace public est extrêmement désagréable. Et en fait, la question qui s'était posée, c'était de faire dans un de ces bassins, dans une de ces darses, soit un truc genre fitness, machin, mais c'était pas nous qui nous en occupions, soit un jardin, soit ils faisaient rien du tout. Finalement, c'est les promoteurs autour qui devaient choisir. Donc on a fait ce jardin qui était basé sur un principe assez simple, qui reprend lui aussi finalement la manipulation de la géométrie qu'on trouve dans les jardins classiques. Pas du tout l'ornement, etc., mais cette notion de manipulation de la géométrie, donc très présente sur le nôtre, mais qui a préexisté avant dans les jardins italiens dans une certaine mesure, qui était aussi utilisée dans une autre façon dans les jardins anglais. Mais ce qui nous intéressait finalement, et qui reste moderne et contemporain, c'est la simple manipulation en dehors de toute question, de toute posture esthétique. Et donc finalement, comme le quai tout autour est plus haut, on a fait un jardin flottant sur 1 hectare, avec un système de haies que vous voyez représenté ici en coupe. Et lorsqu'on est sur le quai, par le jeu de la perspective et le système qui fait que finalement on dédensifie les haies, on a toujours la perception de la même hauteur finalement de chaque haie. On ne voit que la partie supérieure, à peu près 40 cm, et on n'est jamais en situation de voir depuis ce quai ce qui se passe à l'intérieur. Donc on est dans une forme d'intimité, et pourtant de l'extérieur ça apparaît comme un parterre finalement assez classique. Et en fait c'est une série de jardins qui bien évidemment ont aussi pour rôle d'abord d'accueillir tous ceux qui, à 5 heures, boivent des bières à l'extérieur. À Londres, ça marche très bien. Et en fait, c'est trop petit, les quais autour sont trop petits. Donc là, on avait le moyen finalement de trouver d'autres lieux pour accueillir ces événements ponctuels, mais enfin quotidiens. Et en même temps, de proposer des lieux abrités, diversifiés, qui n'était pas dessiné finalement de manière très précise, parce que pour nous, ce qui était important, c'était d'inventer cette forme d'intimité qui n'existait pas dans les espaces publics, puisqu'ils sont tous très ouverts, et cette forme de confort protégé du vent qui n'existe pas non plus, parce que c'était aussi non seulement ouvert, mais ouvert au vent. Et donc c'était ce système qu'on voulait mettre en place avant de travailler sur les thèmes à l'intérieur de chaque jardin. Donc en plan, c'est assez simple, vous voyez, c'est ce système-là. Et pas plus. Et bien évidemment, ce phénomène d'accélération d'un côté, c'est un phénomène de ralentissement dans l'autre sens de la perspective. Voilà. Donc finalement, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé le sol vide. Alors pourquoi un jardin flottant? C'était pas uniquement parce que c'est simplement parce que les quais sont classés. Ça appartient à la couronne, donc on peut pas les changer. Peut-être pas plus mal d'ailleurs. Donc voilà une image depuis le quai. Et en fait, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez une série de haies, et puis les choses se passent à l'intérieur, vous ne voyez pas.
Alors Duisbourg, c'est un projet qu'on a réalisé qui est beaucoup plus récent, qui est dans une ville de la Ruhr, où là la question finalement était un peu double. C'était cette place avait eu jusqu'au début jusqu'à la guerre, je pense. Duisbourg a été bombardé largement. Une place qui avait finalement, c'est la place de Duisbourg où il y a l'opéra, il y a l'opéra-théâtre principal, et un certain nombre d'institutions qui bordent cette place, et maintenant un centre commercial. Et finalement, ce lieu était dessiné de manière très classique, avec un parterre. Donc c'est un lieu de représentation très classique. Et dans les années 60-70, comme dans plein d'endroits, et notamment en Allemagne, on a transformé ça en espace vert, assez complexe et assez malhabilement dessiné, mais qui remplissait aussi des fonctions assez précises de jeu, de choses comme ça, qui étaient probablement nécessaires. Voilà. Et au fond, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de recombiner ces deux éléments, parce que ces deux éléments, ces deux notions, elles perduraient. C'est-à-dire que c'est toujours un lieu à Duisbourg qui, par son axialité, par la présence de ce bâtiment au fond que vous verrez à la colonnade, qui est cet opéra, et cette dimension très formelle de l'espace, qui relie deux rues relativement importantes. Il nous semblait utile finalement de restaurer cette notion-là de représentation et en même temps de faire en sorte que ce lieu était utilisable à d'autres fins et qu'on puisse s'épancher sur ce lieu, s'allonger, faire des... Voilà. Et donc le principe est assez simple, c'est que finalement on a fait une série, on appelait ça les préaux, et en anglais on traduit par green pillows, parce que coussin vert ou coussin, c'est pas très bien en anglais, ça marche peut-être mieux, je sais pas. Donc c'est simplement, on a surélevé des pelouses qui sont très confortables, donc c'est des choses un peu... c'est des matériaux et des pelouses qui sont assez complexes pour que ce soit très épais, très confortable. Il y a trois détails, c'est tout. Et donc c'est cette légère surélévation et une mise en lumière très simple aussi, qui finalement à la fois restaure cette idée de l'axialité et en même temps permet l'usage de ces coussins verts comme si on était dans un jardin, dans son jardin, on s'allonge et en fait c'est ce que font les gens. Voilà Duisbourg à l'époque. Alors on voit pas très bien, mais on voit à peu près au centre. Ça c'était les années 70. Il y avait les arbres autour, et donc voilà actuellement. Donc c'est extrêmement simple. On circule assez facilement. Il y a effectivement une sculpture qui a été mise sur un côté et une surface avec des jets d'eau de l'autre côté. On a juste une bordure donc qui on est à peu près à 50 cm, 45 à peu près. Et puis vous avez ces bancs en coriandre, mais bon, on s'assoit, on s'allonge sur la pelouse. Il y a les enfants qui jouent sur la pelouse. Finalement, c'est ça ce qui nous intéressait, c'était de restituer cette fonction de représentation et de cette axialité simplifiée, sans ornement, et aussi des usages qui sont les usages actuels. Donc c'est très simple. Donc il y a trois matériaux, vous avez quatre. Il y a le coriandre, la pelouse, des bordures qui sont métalliques en fait, et puis une pierre qui est au sol, qui est une pierre grise. Voilà. Donc les préaux, donc ces prés qui sont légèrement rehaussés et qui sont éclairés de nuit. Voilà. Donc c'est parfaitement réglé. De manière générale, sur tous les projets, la question de l'horizontalité est essentielle. Et lorsqu'il y a rupture de pente, enfin le jeu de la topographie est essentiel dans le travail qu'on fait, comme chez beaucoup de paysagistes, en tout cas en France. Peut-être un héritage un peu lourd, toujours assez lointain de le nôtre, mais enfin qui a été réactivé par des gens comme Courajou il y a 20 ou 30 ans. Donc, voilà. Mais ça nous semble nécessaire. C'est que finalement, à la fin, la perfection de cette topographie, c'est aussi une manière de révéler l'horizon de manière extrêmement nette. Et l'horizon est quelque chose qui est omniprésent, et la question de l'horizon est omniprésente également sur tous les projets. Alors ça, c'est un projet qui est privé, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est ouvert au public, et que... Alors c'est la Suisse, donc le propriétaire, qui est un riche
riche promoteur suisse, une des grandes fortunes, qui est collectionneur d'art. Son père était grand collectionneur d'art. Il a deux musées. Il a le musée d'art précolombien à Barcelone, le père, et un musée d'art primitif à Genève. Et une partie de la collection du musée Branly a été prêtée ou offerte, je ne sais plus, par lui. Et donc le fils collectionne l'art contemporain, et donc il a construit un immeuble avec beaucoup d'œuvres d'artistes qui s'appelaient les Wallworks, tout simplement, qui sont à chaque étage et qui font partie donc, de ce bâtiment. Et finalement, il a fait un concours et il voulait que le jardin aussi soit une forme d'œuvre. Nous, on l'appelait Floorworks, c'est-à-dire qu'on travaille le sol, donc on ne travaille pas sur les murs, on travaille sur le sol. On est en très grande partie sur un sol qui est une dalle, puisqu'il y a un parking en dessous. Et il y a une partie finalement de l'espace qui est publique et que ce riche Suisse a proposé d'aménager et qu'il a aménagé à ses frais et qu'il entretient à ses frais jusqu'à sa mort avec une convention. Voilà. Donc c'est un phénomène assez rare. Autre phénomène, c'est que lorsqu'on a gagné ce concours, le prix de l'acier a triplé. C'est une époque, c'est les années 2004-2005. Il m'a juste demandé de ne pas faire la même chose. De ne pas refaire la même chose. On n'était pas responsable et il nous a juste demandé ça. Alors pourquoi ce sol finalement, d'abord parce qu'on ne pouvait pas planter, puisqu'on était il y avait des raisons très techniques, finalement, sur un sol qui est une dalle, qui n'avait pas les moyens, n'est pas faite pour porter beaucoup de poids. Et ensuite parce que finalement, on voulait exprimer au travers de matériaux, contrairement à certaines œuvres assez sophistiquées et très liées à la lumière ou à l'électronique et qui étaient à l'intérieur, on voulait nous plutôt à l'extérieur, parce que le temps agit sur cette matière, comme il agit sur les plantes. On voulait quelque chose qui vive et qui exprime justement cette réaction au temps et ses mouvements, et au travers de matériaux assez bruts et pas du tout technologiques et sophistiqués. Voilà. Et donc ensuite, le principe était finalement assez simple, c'est qu'on a déployé des surfaces de cortène, des bandes de cortène, entrecoupées de surfaces qui sont minérales en schiste ou plantées, et on a coupé, plié ce cortène. Alors la réalité n'est pas tout à fait celle-là, parce que les grandes figures que vous voyez sont dans un acier un peu plus épais, mais c'était cette idée-là, et on a travaillé comme ça, de couper, de plier, finalement, et lorsque vous rabattez tous ces éléments, ils reforment parfaitement chacune des bandes. Et ces bandes couvrent à peu près tout le sol, et même il y a effectivement, lorsqu'on est arrivé, on a fait le concours, le projet était déjà engagé, donc il y avait les descentes de parking qui étaient en chantier, donc il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Donc ce sol englobe, tapisse absolument tout et couvre absolument tout. Donc le plan, donc c'est très simple, voilà, vue d'en haut. Voilà le chantier. Voilà, donc ces grandes figures, c'est une forme de chorégraphie, puisqu'elles marchent par deux, par trois. Elles sont toutes différentes. Elles bougent avec le vent. Il n'y a que la tête qui est éclairée, donc elles règnent toutes à la même hauteur, à la même altimétrie, parce que le sol n'est pas tout à fait toujours à la même altimétrie, parce qu'on a des problèmes de niveau de dalle, donc on a simplifié au maximum, mais on n'arrivait pas à avoir quelque chose d'une horizontalité parfaite. Par contre, les têtes règnent toutes à la même altimétrie. Et donc, le soir, vous avez ces têtes éclairées qui forment une sorte de chorégraphie en suspens à quelques mètres de hauteur. Ça correspond en fait au deuxième niveau du bâtiment. Et ça bouge légèrement avec le vent. Et bien sûr, ces tôles qui là étaient très rouges, maintenant sont plus brunes, mais redeviennent rouges lorsqu'il pleut. Et donc il y a des modifications au fil du temps de l'humidité qui sont liées à ce matériau, qui sont liées au système de plantation qui a été mis en place, qui sont extrêmement forts. Donc ça, c'est voilà une vue avec la forêt derrière qui est... Bon, ça, c'est la partie de traversée de descente de parking. Et donc un système de graminées, de plantes, il y a du fenouil par exemple, et des graminées diverses, qui sont très légères,
y compris les floraisons, et donc en contrepoint avec cette structure qui, en hiver, est très âpre. C'est-à-dire que les saisons sont très marquées. En hiver, vous n'avez que la structure, les herbes les graminées sont coupées, les fougères qui sont en périphérie restent, mais elles sont plutôt brunes. Donc, il y a ce côté hivernal qui est accentué, amplifié par cette structure assez âpre. Alors, tout le monde n'aime pas. Hein. Autre sujet dont j'ai assez peu parlé, mais qui est quelque chose qu'on retrouve dans tous les parcs, qui peut-être font partie de la notion de plaisir et de confort, en tout cas dans cette relation au naturel qui se remodifie. C'est-à-dire que la Villette est un exemple antinaturel, parce que la pelouse, c'est une castration, en fait. Hein, les herbes sont castrées. Donc, on va dire que c'est le degré zéro de la nature. Donc, il n'y a pas que la Villette. Depuis, il y a eu d'autres choses. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les opérations urbaines que l'on fait, on récupère les eaux pluviales. Et souvent, on doit aussi faire en sorte d'accueillir les inondations, d'être dans un système de compensation pour les crues, ou simplement d'accueillir les inondations pour augmenter le volume de zones inondables, pour éviter que cette inondation se répande, continue à se répandre un peu partout. Et finalement, en plus des barrages qui sont faits, des systèmes assez classiques qui sont faits en amont dans les fleuves, par une série d'aménagements qui sont peut-être pas très importants pris isolément, mais qui, par l'effet de chaîne, peuvent devenir dans le futur assez conséquents, vont finalement réduire ce risque d'inondation à une échelle plus globale. Donc c'est l'idée de dire que finalement, et c'est peut-être paradoxal à un moment donné où effectivement tout est mondialisé, on n'a jamais été aussi localisé, et le lieu n'a jamais eu autant d'importance dans les projets urbains, parce qu'on doit gérer un certain nombre de choses in situ. On doit gérer l'eau, on doit réduire les consommations en termes d'énergie, on doit parfois les produire sur place, au moins en partie, on doit recycler les déchets au plus près, et on cherche aussi maintenant à trouver des systèmes de production qui ne sont pas visibles sur les projets là, mais de production qui vont, notamment pour tout ce qui est alimentaire, être au plus proche des citoyens, pas simplement pour les raisons de développement durable, mais aussi pour des questions de coût, tout simplement, en simplifiant les circuits, en raccourcissant les circuits. Donc, le paradoxe également de la Slotchita, de la ville-lente, c'est que à un moment où il y a les réseaux sociaux qui traversent le monde, à un moment où tout est mondialisé et tout on dépend en permanence des autres. Finalement, dans les projets urbains, le lieu n'a jamais eu autant d'importance. Alors là, Boulogne-Billancourt, c'est ce grand projet qui est sur les anciennes usines Renault, donc encore un site pollué, encore un site avec une histoire ouvrière très douloureuse, très difficile, beaucoup de luttes. Et puis, donc, cette transformation avec deux parties. La partie qui est sur l'île Seguin, dont certainement beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui a beaucoup de mal à aboutir. Les projets se succèdent et n'arrivent pas à aboutir. C'est assez difficile. Il y a beaucoup trop d'enjeux, d'émotions autour de l'île Seguin, finalement, de mémoire peut-être, et d'envie qui se projettent. Et du coup, c'est assez difficile. Par contre, sur la partie où l'essentiel des usines Renault était, c'est-à-dire sur la partie de la terre ferme, il y a aujourd'hui un grand quartier, c'est quand même 1 200 000 m² de logements et de bureaux, donc c'est assez conséquent, 70 hectares. Et on récupère. Alors, il y a beaucoup d'architectes, tous les architectes européens connus sont là, hein, ou presque, en tout cas, il y en a un certain nombre. Et le système est intéressant parce que finalement, on récolte toutes les eaux. Donc, elles sont récoltées dans l'espace public, soit en souterrain, soit les eaux pluviales. Hein, les eaux pluviales des toitures, des parties publiques et des voiries. Elles sont collectées. Parfois, elles cheminent en aérien, enfin en superficie, et parfois en souterrain. Et tout ça arrive dans le parc que nous réalisons. Et c'est finalement ce parc qui gère les eaux et qui accueille les inondations de la Seine. Et donc, on a un parc en creux. Et lorsqu'on a fait ce concours, parce que tout passe par concours, finalement, le principe était de dire que on ne sait pas quand l'eau viendra, parce que ça ne dépend pas de nous. On ne sait pas la quantité qui viendra, ça ne dépend pas de nous. Mais
Mais le parcours qu'on va lui faire, ça dépend de nous. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et c'est la connaissance de ces quantités, même si on ne connaît pas la fréquence, c'est la connaissance de ces quantités et le parcours qui vont nous permettre finalement d'installer un certain nombre de milieux semi-naturels qui vont être alimentés par un simple principe de submersion. Donc le parc est un vous allez le voir, donc ça c'est une situation le long de la Seine. Donc c'est un peu comme une darse aussi, c'est à la fois une darse et un bras mort. Donc bras mort c'est écologiquement très riche. Donc c'est le parc du Trapèze, que vous voyez à l'angle, vous voyez l'île Seguin. Et puis ça a une forme de darse, effectivement, et c'est construit comme une darse. Donc ça, cette double image de darse et de bras mort. Et voilà le plan. Donc vous voyez tout le système de cheminement de l'eau. Ce système insulaire, donc avec la partie centrale qui reste, où il y a une continuité hydraulique entre les deux, mais la partie centrale qui reste d'origine, puisque c'est le bâtiment historique où Louis Renault a vécu. Il y a son jardin, il y a son banc, donc on ne peut pas toucher à ça. Enfin, on va rebricoler un peu le jardin, mais c'est très, très modeste. Donc ce bâtiment que vous voyez en gris sépare un peu en deux parties le parc. On a bon espoir d'arriver à tirer une ligne droite dans la partie sud, en bas de l'image. Je pense que ça va se faire bientôt. C'est en train de se négocier. Donc ce système est en fait un grand parc en creux, le creux formant clôture. Et dans ce creux, vous avez un système d'archipel, finalement, de parties exondées qui sont un peu en creux, mais un peu moins en creux par rapport à les voiries ou les cheminements qui sont autour. Et donc, c'est entre ces éléments, ces îles, finalement, que chemine l'eau par un circuit assez complexe. Et ça se fait assez naturellement par un principe de submersion. Toutes les parties exondées sont des parties en pelouse ou des parties qu'on va qualifier de jardinées, c'est-à-dire de plus horticoles ou avec des fonctions de jeu, des choses comme ça. Voilà. Donc on est dans un système un peu hybride, voilà. Et qui est d'abord une grande machine hydraulique. Donc vous avez la coupe qui montre un peu le système. Vous avez les bords avec ce mur, cette espèce de mur bahut, et puis les creux, et puis ces îles qui sont un peu rehaussées, avec finalement, là on retrouve les strates, c'est l'eau qui dicte les strates. 31,50, c'est le niveau de la voirie en périphérie. C'est 31,55, pardon, c'est juste au-dessus de la crue centenale. 30,30, c'est le 30,50, c'est le niveau des îles. C'est juste au-dessus de la crue vingtenale. Et 30,30, c'est le niveau de la crue décennale, donc c'est le niveau du bassin permanent. Et puis ensuite, vous avez les fonds de nous qui sont à des niveaux un peu variables. Donc on est là dans des systèmes finalement également de paliers ou de strates qui vont apparaître ou disparaître en fonction de la montée des eaux. Donc encore un principe assez simple. D'autre part, le dispositif des îles, lorsque vous le regardez en plan, il fonctionne par épaisseur successive. Donc on retrouve ce système d'horizon là plutôt dans ce qu'on retrouve au théâtre finalement, avec cette succession de plans. Voilà. Donc voilà un peu comment finalement l'eau arrive. Elle arrive, il y a un bassin qui récolte l'eau. Enfin, on la garde un peu avant pour arroser les pelouses, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune eau. Le parc est entièrement arrosé avec les eaux pluviales. Voilà. Que ce soit les pelouses ou le reste. Soit par submersion, dans ce cas-là, on a un réservoir qui garde une partie de l'eau qui arrive depuis l'espace public extérieur. Et donc, ce réservoir permet d'arroser les pelouses et les autres espaces. Et donc voilà, et donc on a créé un série de milieux comme ça. Et en fonction de l'importance des pluies, ces milieux vont se mettre en eau. Et la végétation correspond finalement à ces milieux. Donc on a installé une végétation. À certains endroits, elle est à peu près figée quand même. À d'autres endroits, elle va évoluer. On va voir comment elle évolue en triant finalement. Donc ce n'est pas complètement naturel. On va faire des choix. Il y a aussi des choix qui sont des choix purement esthétiques, on va dire. Mais en gros, quand même, c'est cet espace qu'on peut qualifier de semi-naturel, avec une biodiversité qui aujourd'hui s'est installée, qui gêne certains, puisqu'il y a les canards qui sont arrivés, il y a les grenouilles, il y a plein d'oiseaux, il y a des libellules, il y a des tas de trucs. Donc les libellules, ça ne fait pas de bruit, mais enfin les canards, les grenouilles, ça fait du bruit. Il y a des gens qui se plaignent. Voilà. Mais voilà, donc on est parti de quelque chose qui était une industrie, un sol totalement pollué, totalement inerte, finalement, un lieu qui finalement accueille ces eaux et cette biodiversité.
Voilà, et lorsqu'il y a les grandes crues, on est dans ce système-là. Voilà. Donc voilà quelques images. C'est la première tranche qui a été réalisée. Hein, l'autre partie qui est séparée par le jardin, par le bâtiment Renault sera faite en 2015-2016. Donc c'est très très lent. Voilà, situation. Donc on voit la situation en creux ici avec le bassin qui fait l'angle là-bas. Et puis les systèmes de noues. Donc là ça venait d'être planté, donc c'est pas très gros. Et puis ces bâtiments qui sont accrochés. Et qui sont au même niveau que la ville parce qu'ils doivent être hors d'eau et qui servent finalement et qui sont en balcon sur le parc. On a également des terrasses qui sont en balcon sur le parc, ce qui fait que beaucoup de gens s'installent. On n'a pas de clôture, hein, on a juste un mur qui fait la hauteur d'une table et puis des avancées dans le parc. Et donc beaucoup de gens finalement qui travaillent là s'installent, ne rentrent pas dans le parc, ils s'installent autour. Et finalement, le soir, lorsque c'est fermé, les gens s'installent autour et c'est une façon aussi d'être dans le parc. Donc c'est quelque chose qui est très récurrent dans le travail qu'on fait. C'est qu'à la fois, on a accepté l'idée que ça soit fermé. Hein, en France, c'est assez difficile de faire autrement. Et en même temps, on utilise des dispositifs qui ne sont pas toujours acceptés. Il faut parfois c'est un peu difficile, mais qui permettent finalement de minimiser, en tout cas d'inventer un autre rapport entre l'espace public courant de la ville et puis l'espace parc. Le parc est donc complètement dans la ville, ce n'est pas un élément extérieur. Donc vu du futur bâtiment de Dominique Perrault, donc là on voit, donc c'est un bout. Hein. Et donc on a une partition très simple aussi, droite-gauche, au sud les bâtiments, donc ces espaces seront pas mal à l'ombre. Et donc, ils sont plus plantés et la pelouse est plus au soleil. Bon, il faut que ça pousse. Voilà l'entrée. Donc, les dispositifs d'entrée avec des variations. Hein, on retrouve le système du creux, là, finalement, avec des marches. On peut s'installer. La plateforme est au même niveau que le mur. Voilà, et on a des systèmes de portail, finalement, qui pivotent et qui ferment. Voilà, système de balcon. Voilà. Voilà, au fond, vous avez le restaurant qui est en balcon également, mais qui n'est pas encore ouvert. Et la tour de Jean Nouvel. Voilà, l'autre avancée avec le restaurant, qui est une... L'agence Terre, c'est une agence de paysage, par extension, qui fait de l'urbanisme. Il y a aussi, on a adossé une petite agence d'architecture qui fait les bâtiments, en fait, quand c'est des petits bâtiments, dans des conditions comme ça, où le bord a tellement d'importance, qu'on préfère, on trouve que c'est plus simple, c'est peut-être pas bien, mais on trouve que c'est plus simple de le faire nous-mêmes, parce qu'il y a trop d'imbrication avec le principe du parc lui-même. Alors le bois habité, donc vous ne verrez pas la métropole verte, parce que voilà, le bois habité, c'est une opération qui n'est pas très loin, parce que c'est à Lille, qui a une dizaine d'années, qui est en train de s'achever au bout de 11 ans, et qui partait d'une idée assez simple. Vous allez voir tout de suite, voilà ce que c'était avant. C'est-à-dire que c'était au moment où Rem Koolhaas a fait Euralille 1, donc avec le Palais des Congrès que vous voyez, qu'il a réalisé lui-même, et Euralille 1 qui est derrière, hein, qui a été quelque chose d'extrêmement important dans la ville de Lille, parce que cette ville qui était assez assoupie, encore portée par le souvenir de son passé industriel et textile assez riche, mais qui était quand même devenu assez lointain, grâce à Père Mauroy, finalement, et Rem Koolhaas, elle s'est retrouvée projetée, et le TGV, enfin le Eurostar, et Thalys, elle s'est retrouvée projetée dans la modernité avec une sorte de grande claque, finalement, qui, à Lille, où les Lillois ont un comportement d'ailleurs très paradoxal vis-à-vis de ce projet. C'est qu'à la fois, ils en sont fiers parce que ça leur a permis de revenir une métropole, finalement, et en même temps, c'est une esthétique qu'ils n'aiment pas beaucoup. Il faut reconnaître ce qui est, mais ils en sont fiers. Donc, voilà. Et donc Euralille 2, c'est une partie qui est beaucoup plus habitée, un programme beaucoup moins emblématique. Il y a le siège de région quand même, qui est assez emblématique, qui jouxte le Palais des Congrès, qui est un peu plus loin. Et puis cette partie-là, qui était l'ancienne foire de Lille, où vous voyez que finalement, il n'y avait rien. Hein. C'était un terrain en léger dévers qui abritait des espèces de grands hangars, où il y avait la foire de Lille. Sinon, c'était des parkings. Et puis de l'autre côté, vous avez ce grand boulevard qui s'appelle le boulevard Hoover, qui est une sorte de... C'est un peu comme les maréchaux parisiens, hein, donc c'est une espèce de grand boulevard. Et de l'autre côté, vous avez l'autoroute, mais qui sert de périphérique. Et donc vous êtes nulle part. Mais en même temps, vous êtes entre 5 et 10 minutes du centre-ville. Donc c'est physiquement assez loin du centre.
un peu nulle part et en même temps assez près. Donc si loin, si proche, c'était finalement pour nous le levier pour avec François Leclerc, avec qui on a donc fait ce projet, le levier pour réaliser ce projet au travers d'une idée qui était finalement, il faut qu'on combine les intérêts de la périphérie, celle d'avoir plus d'espace et plus de verdure, et les intérêts du centre qui, là, sur le fait d'être tout près de la gare, sont déjà là, puisqu'on est effectivement tout près du centre. Et donc, pour ce faire, il fallait à la fois qu'on s'affranchisse, parce qu'il s'agissait d'habiter, du bruit extérieur. Donc, on a constitué une enveloppe qui est une enveloppe bâtie, avec un front côté boulevard Ouvert qui est beaucoup plus haut, avec pas mal de bureaux, quand même, bureaux et logements et pas mal de bureaux. Donc, c'est une sorte d'allée des grands monuments, puisqu'il y a un certain nombre de grands bâtiments, donc caractéristiques de cette partie. Et puis, à l'intérieur, finalement, une fois que ce lieu était devenu beaucoup plus silencieux, d'inventer ce bois, et ce bois qui est créé ex nihilo, puisqu'on a fait réserver, il y a déjà 11 ans, donc dès le départ, 400 arbres dans une pépinière belge d'ailleurs, je crois que c'est Vandenberg, je ne sais plus, et d'arbres qui faisaient 13 à 14 mètres, et qui allaient constituer cette forêt, et qu'on allait imposer aux promoteurs, même dans les parties privées, de prendre ces arbres. Ça a été la première chose, avec l'idée que quel que soit l'endroit où on est, qu'on soit dans l'espace public, qu'on soit dans son salon, qu'on soit sur sa terrasse, dans son jardin ou dans sa chambre, ce qu'on a comme horizon, c'est les arbres. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ils auront assez d'avoir tous ces arbres, parce que l'île, c'est pas la Côte d'Azur, il pleut quand même pas mal. Mais en tout cas, c'était ça le principe. Et pour ce faire, pour que ça ne reste pas un slogan de marketing, il fallait des arbres assez grands. Il fallait aussi qu'on amplifie l'idée que les logements avaient tous, qu'on mette en place des règles pour qu'il devienne obligatoire que les logements aient tous soit une terrasse, soit un jardin, pas grand, mais suffisant, de manière à ce que ce rapport intérieur-extérieur soit le plus constant possible. Et par ailleurs, on a supprimé les voiries en dehors d'une boucle qui ceinture le bois habité et qui sépare le bois habité finalement des constructions qui sont autour et qui le protègent du bruit. On n'a pas cette partition habituelle, côté jardin, côté rue. La rue devient cour, au sens cour du Midi, avec un S, et donc c'est un espace qui est complètement piétonné. On accède dans ce sont des constructions sous forme de bandes parallèles, avec une trame de 16 mètres de vide et de plein. Donc c'est assez dense, c'est un COS de 1,8. Et finalement, on accède, les parkings sont en dessous, en 3/4 de niveau enterré, on va dire, et on accède directement, ou pas directement, mais on est à côté. Depuis, on passe en dessous et on accède au logement en ressortant sur l'espace public ou directement vers son logement lorsque c'est des logements collectifs. Et donc on a pu s'affranchir finalement de ces voies complètement, avec l'idée que ce quartier finalement était trop petit pour être un quartier ordinaire. Il n'avait pas la taille critique, puisqu'il y a à peu près 350 logements au centre, à peu près 500 logements en tout, ou 600 peut-être avec les tours, même pas, je pense 550, et qu'il n'atteignait pas la taille critique, et qu'il fallait qu'il reste une forme d'isolat, quelque chose de très calme et très silencieux, et de très particulier. Donc voilà le plan. Donc vous voyez à droite, donc vous avez le Euralil, vous avez la gare actuelle, hein, la gare Lille-Flandre. Vous avez Euralil 1 qui est ici, avec la gare Lille-Europe, le pont, le bâtiment de Rem-Koolhaas, le siège de région que vous voyez qui était en construction, et derrière vous avez le bois habité. Et les bâtiments qui sont devant, qui longent la rue, qui sont en 2 niveaux, bâtiments très hauts sur la rue, un peu plus bas, côté bois habité. Le bois habité, c'est R+3, +4 maximum. Donc c'est une échelle assez basse qui, en gros, l'idée, c'est de dire que l'échelle étalon, ce n'est pas la construction, ce sont les arbres. C'est-à-dire qu'à terme, les arbres seront soit plus grands, soit au même niveau que le dernier niveau des bâtiments du bois habité. Donc voilà le principe ensuite qui a été édité donc, en coupe et comment... Voilà, on coupe très sommairement, mais on comprend le dispositif. Donc vous avez
la voie de ceinture qu'on voit, on voit qu'elle fait, elle fait le tour. Et puis vous avez le côté jardin, et puis vous avez le côté cour, qui est accessible, qui est un espace public, où les pompiers peuvent aller, les ambulances, les déménagements, la police éventuellement, mais finalement il n'est pas accessible aux véhicules. Voilà en construction, donc les arbres déjà à l'époque qui ont été plantés, qui sont déjà assez grands. Il y a eu beaucoup de concours, c'est-à-dire que le processus aussi de désignation des choix des promoteurs et des architectes a été assez complexe et très porté par le maître d'ouvrage. Là encore, pas de bons projets urbains sans maître d'ouvrage convaincu et solidaire. Et au fond, là, il y a un certain nombre de promoteurs qui ont été choisis à la condition qu'ils acceptent de jouer le jeu. Et donc, il leur a été imposé, alors pas formellement parce qu'on n'avait pas tout à fait le droit, mais une liste d'architectes. Et ils ont dû faire en plus des concours. Donc les architectes n'étaient même pas certains de construire. Beaucoup ont construit quand même. Donc de petits concours, assez simplifiés quand même. Et finalement, la production architecturale est assez intéressante, c'est-à-dire que des projets qui ont été bien au-delà de ce qu'on imaginait. Voilà. Donc là, c'est un architecte qui s'appelle Dubus, c'est un très joli bâtiment. Sachant qu'on a 25% de logements, 25% ou 30% de logements sociaux, je ne sais plus, 25 ou 30%. Donc voilà une des cours. Avec le système de fossés, donc l'autre question, qui est une question récurrente dans la ville, qui en Belgique est plus hybride, mais en France est vraiment très difficile, notamment à Paris, c'est qu'on a des logements au rez-de-chaussée, on n'a pas de distance, et on est vrai rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'on n'est pas surélevé d'1 mètre ou d'1,50 m, on est vraiment au rez-de-chaussée. Ce qui fait qu'en général, les passants longent vos fenêtres, ce qui fait que les rez-de-chaussée parisiens ou dans la ville, les métropoles françaises sont assez difficiles lorsqu'il n'y a pas de commerce ou assez abandonnés, ce qui n'aide pas beaucoup finalement à l'animation, à la vie des quartiers. Donc là, on a un dispositif qui est un peu qui reprend en collectant déjà à l'époque, c'était un écoquartier, mais ça n'existait pas. On reprend toutes les eaux pluviales des bâtiments sous forme de fossés. Le fossé donc, est plus en creux. Ça permet d'éclairer un peu les parkings qui sont en souterrain. Et donc ça, c'était imposé aux promoteurs et aux architectes qui ont travaillé. C'était obligatoire d'avoir ce système d'éclairage. C'était obligatoire. Les entrées des parkings aux extrémités obligatoires. Et le raccordement à ce cours avec des niveaux imposés était obligatoire. Donc il y avait quand même un certain nombre de contraintes. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc la pelouse est renforcée, donc elle est un petit peu sèche en été, parce que c'est pas arrosé. L'autre principe, c'est que si c'est jaune, on s'en fout. C'est pas grave. Il faut arrêter de... Alors c'est peut-être plus facile ici d'ailleurs. En Allemagne, c'est facile, on travaille beaucoup en Allemagne, ça n'a jamais posé de problème. On accepte cette esthétique un peu du désordre. En France, c'est très difficile. C'est très très difficile. Ça vient tout doucement, mais c'est quand même assez difficile. Maintenant qu'il y a les arguments qui sont des arguments économiques, ceux de la gestion, ça devient un peu plus accepté. Bon, là, en plein été, il y a pendant 1 mois, 2 mois, c'est un peu jaune. Certaines parties sont un peu jaunes. C'est pas très grave. Ça reverdit l'hiver, c'est pas très grave. Voilà, donc les fossés certains ont énormément poussé d'ailleurs. Et donc voilà cette mise à distance qui est un peu la reproduction de la cour anglaise. Finalement, sauf qu'on a des parkings à la place des habitations en souterrain, mais c'est un peu le principe. Alors, c'est pas plus coûteux, ce genre d'opération, qu'une autre opération. Finalement, nous, on fait en sorte de réduire la masse des réseaux. Tout l'argent qui a été mis en dessous, ça fait déjà très longtemps qu'on cherche à le mettre au-dessus. C'est-à-dire à réduire, voilà. Maintenant, on a un certain nombre d'arguments convaincants qui ne sont pas liés à nous, qui sont liés au fait qu'on veut rendre visible, on a trop souffert d'inondations dramatiques en France, on veut rendre visible finalement tout ça, on veut les gérer plus localement. Donc si on gère plus localement, on ne peut pas mettre en place des dispositifs techniques trop complexes à chaque petit bout, ça deviendrait trop coûteux et trop compliqué à gérer. Voilà, donc l'ère des tuyaux est quand même un peu révolue. On est dans une réduction finalement de la masse des choses qui sont enterrées et pas vues, de l'objet technique caché. Voilà.
Donc ça, c'est un autre projet. Alors lui, il pose deux questions. On n'est pas tellement dans la ville-land d'ailleurs pour la place elle-même, mais sur la toiture jardin. Donc je passerai assez vite, mais finalement, c'était dans une ville Arcueil qui a peu d'espace public. La négociation avec le promoteur, qui est un promoteur hollandais, était de faire un centre commercial ouvert sur la ville et avec une toiture jardin. La difficulté pour nous, c'était de faire en sorte que cette toiture jardin, à un moment donné, qui était un jardin public, elle touche le sol public. Elle soit accessible au niveau de la rue, simplement, de la rue de tout ce nouveau quartier. Et donc, on a passé l'essentiel de notre énergie, enfin beaucoup d'énergie, à appuyer sur ce sol pour qu'il évite de remonter, parce qu'à chaque fois, évidemment, on veut rajouter une couche de parking, une couche de machin, on veut augmenter les plafonds du centre commercial, voilà. Donc c'est pas très visible, ça, c'est l'histoire des projets, mais je peux vous assurer qu'on a passé beaucoup de temps à faire en sorte qu'il soit au plus près, au moins d'une des deux rues. On y est à peu près arrivé, on est quand même 1 mètre au plus bas, 1,50 m au-dessus, bon, un système de rampe et d'escalier, bon, ça reste acceptable, on voit le jardin, mais c'était important pour nous finalement que cette idée, qui là aussi est une idée de stratification finalement, hein, de superposer plusieurs choses, il y a les parkings, il y a le centre commercial et au-dessus il y a un jardin, cette idée de stratification ne soit pas un ovni, finalement quelque chose qui ne soit pas en contact avec la ville elle-même. Il fallait absolument, pour que ça fonctionne, que ça soit avec la ville elle-même. Et en même temps, lorsqu'on est tout en haut, de ce jardin, parce que c'est un sol plié finalement, et ben on voit là aussi encore les horizons parisiens, on est nettement au-dessus de la ville, et c'est assez étonnant. Alors d'abord la place, elle, bon, c'est un grand carrefour, hein, c'était une des grandes entrées de Paris, donc c'est bien pire que la chaussée de Louvain. Là, c'est 5 voies, 2 fois 5 voies, je crois, un truc, une horreur. Et en fait, il y a beaucoup d'embouteillages, et surtout la ville d'Arcueil, c'est déjà la ville d'Arcueil, et finalement, personne ne sait que c'est la ville d'Arcueil. Et en plus, ce carrefour s'appelait le carrefour de la Vache Noire parce qu'il y a une anecdote qui dit qu'au début du XXe siècle, il y avait un train, il y a encore un train ici. C'était encore une semi-campagne dans cette partie de Paris, de la périphérie parisienne. Et 2 vaches auraient bloqué, une vache aurait bloqué un train. Et cette vache était noire, donc on l'appelait depuis. En général, les toponymes ne sont pas liés à des anecdotes. Et depuis, ça s'appelle le carrefour de la Vache Noire. Il y avait des garagistes, là. Moi, je me souviens, j'allais faire réparer ma voiture et je ne savais pas, j'ai jamais su, je me demandais toujours pourquoi ça s'appelle la Vache Noire. Donc, jusqu'au jour où j'ai travaillé dessus, j'ai connu cette anecdote. Et je trouvais assez fantastique que finalement, d'ailleurs, cette idée ne disparaisse pas et que la Vache Noire apparaisse finalement d'une manière ou d'une autre, sous une forme fantomatique. Donc là, on s'éloigne un peu de notre métier. Mais finalement, voilà, c'était assez drôle et on va voir pourquoi. Donc après, c'est finalement faire en sorte que ce lieu qui est un lieu traversant, on circule à toute vitesse, soit un lieu au ralenti, soit un vrai lieu de redistribution, soit une place, même si elle est très circulée, et qu'elle marque effectivement par sa présence l'entrée de ville d'Arcueil qui n'a pas d'entrée finalement. Donc, donc vous avez la... Ou alors là, on repasse, je ne sais pas pourquoi, il y a une erreur, on repasse sur le jardin lui-même, mais vous voyez la place juste en bas à gauche du jardin qui est ceinturé de rouge. Et donc le jardin ceinturé de rouge, c'est l'ensemble du centre commercial, plus des logements en haut, dont la pointe qui montre son nez sur la place, c'est la partie la plus haute. Hein, finalement, l'entrée du centre commercial se fait là sur la place. Et donc on est assez haut. Quand on est sur le jardin, là, on est vraiment à une vingtaine de mètres de hauteur. Donc voilà le principe. Donc là, on s'est retourné. Donc vous voyez en bas à gauche, effectivement, une des rues de ce nouveau quartier. C'est un nouveau quartier, hein, c'est les anciennes usines Thomson qui étaient là. Ce système plié, finalement, avec des ouvertures, et ce double lien, parce qu'il y a un lien aussi avec une rampe qui longe le centre commercial, et donc avec toute la tranche ici qui est complètement ouverte, hein, vitrée. Et puis on monte en haut, on a cette série de ce plan incliné, et on monte jusqu'en haut pour, tout en haut, finalement, à l'extrémité, être au-dessus de la place. L'autre principe sur cette place qui nous semblait important, c'est que finalement, sur ce jardin, pardon, c'est un objet très technique, finalement. C'est un objet très technique parce qu'il y a 5 niveaux de parking, 2 niveaux de centre commercial, et donc il y a plein de ventilation, il faut des verrières, etc. Et nous, là, finalement, on a repris le principe gaudien qui est de dire
le spectacle, on n'est pas forcément toujours très enclin au spectacle, mais le spectacle plutôt que l'obstacle. Et donc l'idée était de détourner ces objets techniques obligatoires, de les rassembler, et finalement toutes ces espèces de totems que vous voyez correspondent aux ventilations. On renvoie l'air à 8 mètres de hauteur. On ne fait pas un parc en mettant des grilles par terre, c'est pas possible de rejeter de l'air pollué au niveau d'un jardin. Là, il est pris par les vents, il se disperse, donc on n'a pas le même problème. Les bandes blanches que vous voyez, en fait, correspondent à des verrières, c'est-à-dire qu'on a fait mettre à plat ces verrières. C'était des oculis, hein, une série de petites ouvertures. Et puis finalement, on a préféré que ce soit les rassembler, des grandes bandes qui correspondent finalement au centre commercial, au parcours du centre commercial qui est en dessous. On pouvait, alors maintenant ils ont mis un petit garde-corps, enfin c'est très léger, mais quand même. On peut circuler en théorie sur ces verrières. Il est important pour nous qu'il y ait cette relation intérieure dessus-dessous, hein, toujours c'est un système de stratification. Le jour, ces verrières apportent la lumière dans le centre commercial. La nuit, c'est elle qui diffuse, ou le soir, c'est elle qui diffuse jusqu'à une certaine heure. C'est elle qui diffuse la lumière dans le jardin. Voilà. On avait voulu à l'époque essayer de capter et de restituer dans ces espèces de grandes figures, de grands totems, donc qui sont comme des gros personnages finalement. Il y en a 7. Capter les sons, faire travailler un artiste et capter les sons qui étaient dans le centre commercial, les gens qui parlaient, les conversations, les remixer sous une forme aléatoire et finalement reconstruire des conversations qui étaient tout à fait autres. Voilà. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que les gens craignaient, les promoteurs, le maire craignait que finalement il y a des recours. Voilà. Bon, c'est dommage. Voilà. Et donc ce jardin s'appelle jardin de verre, de verre et de verre. De verre comme les vers de la langue, parce qu'effectivement il y avait ce travail sur la captation et la remanipulation de conversation. De verre parce qu'effectivement les verrières même certains totems sont en verre. Alors il n'a pas été complètement abouti, mais voilà, un peu comme des verres luisants d'ailleurs la nuit. Et puis vert parce qu'effectivement c'est vert, hein, c'est plein de verdure, et voilà. Et donc voilà le principe en coupe, hein, que vous voyez en coupe, avec ce lien qui est dessus-dessous, qui est lié à la fois à la technique et à la lumière. Voilà, et puis ensuite ces éléments, donc ces totems qui sont plantés, donc ces jardins verticaux, chacun a son costume, ce sont des costumes en fait. C'est une sorte de défilé de gros personnages. Donc vous avez Vichy, etc. Bon, alors c'est illégal comme comme résultat. Bon, la plupart marchent bien, mais il y en a un ou deux qui marchent moins bien, mais bon, qui peuvent être faits, c'est pas un problème. Donc voilà, donc ça c'était la première année. Alors les totems en verre n'étaient pas complètement finis. Je crains qu'ils soient jamais finis d'ailleurs. Et donc voilà. Et pour nous, ce qui est important, c'est que finalement, on sache quelque part que la technique était là. Tout ça fait partie de la technique, que ça vient du sol, que ce sol est habité, il est construit. D'ailleurs, on peut le voir puisqu'on peut marcher sur les verrières, on peut s'y asseoir. En même temps, les gens qui sont en dessous, on trouvait intéressant qu'ils aient la conscience qu'on puisse être au-dessus, qu'il se passe que les gens peuvent circuler et donc s'installer au-dessus. Et en même temps, tout ce système occupe l'espace de manière pour nous, assez étonnante. Et donc vous avez de l'autre côté donc la pente qui mène en haut. Et voilà, donc depuis, il y a eu c'était pas complètement fini, il y avait quelques modifications. Voilà. Donc comme vous voyez, là, on a ici, sur cette partie-là, on est 1 mètre et quelques au-dessus de l'espace public. L'autre grosse bagarre, c'était d'éviter au maximum l'arrivée d'émergences techniques. Celle-là, on n'a pas pu l'éviter. C'est quand même, toutes ces questions-là, c'était quand même l'essentiel du travail. Ça a été de refuser des choses et de trouver des solutions pour qu'on ne soit pas obligé de les faire. Bon, et en haut, c'est une prairie et un verger, donc assez sauvage comme ça. Et effectivement, quand on regarde dans l'autre sens, on est dans une prairie d'altitude un peu, et on est au-dessus, voilà. Alors c'est plus ou moins bien entretenu. La difficulté de ce genre de choses, c'est qu'on n'est jamais, nous, complètement ravis, parce que
Ce sont des systèmes de conception-construction. Donc vous faites la conception, l'avant-projet, et ensuite vous avez une espèce de rôle de direction artistique qui est toujours inconfortable avec des entreprises, des grosses entreprises du BTP français. Donc on n'est pas très content d'un certain nombre de finitions, de choses. Donc globalement, ça reste pas mal. Bon, là, il y a des détails qui ne sont pas très heureux. Donc là, on est sur la pointe, là-bas, et on est au-dessus, effectivement, de Paris. Donc la place, elle, c'est autre chose. Hein. Donc on a reformulé, c'est une forme de place un peu classique, finalement, hein, avec une partie centrale. Vous ne pouvez pas planter parce qu'il y a plein de réseaux partout. Donc tout autour, c'est les petits pavés gris. Scié pour partie, à 10-15% de scié, de poli, mais à ce que ça reflète le ciel. Avec l'effet de perspective, ça marche assez bien. Et puis ce socle au milieu d'une forêt, comme ça, un peu d'un bout de forêt un peu emblématique de Metasequoia, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec le lieu, c'est un artifice absolu, mais qui est visible absolument partout. Donc qui est visible quand on arrive de Paris, qui est visible quand on arrive de la périphérie, qui est visible quand on vient d'Arcueil par le bas. C'est vraiment le point focal et surtout quelque chose qui marque la mémoire. C'est assez surprenant parce que ces arbres font d'entrée de jeu, ils ont fait 15 mètres de haut et le chantier est d'ailleurs assez impressionnant. Donc le sol, c'est une série de lauses, hein, de schistes ferrugineux, donc là encore du cortène et du schiste ferrugineux donc qui rouille sous forme de lauses. Donc un sol qui sinon est assez inerte. Voilà les arbres. Voilà le bord, donc ce socle, parce que le travail, c'était aussi c'est une place qui avait un dévers assez fort, et donc toute l'astuce consistait finalement à essayer de gommer ce dévers par une série d'astuces. Ce socle fait partie de l'astuce, parce qu'il n'a pas la même hauteur d'un côté et de l'autre, de manière à ce qu'on ait le sentiment que ce soit le plus plat possible, hein, quelque chose de stable finalement, et pas une place fuyante, ce qu'elle était topographiquement à l'origine. Donc voilà. Alors ça, je ne sais pas si ça va marcher. Ça ne marche pas. Alors, c'est pas la vache noire, mais on a finalement installé le fantôme de la vache noire. C'est-à-dire que vous avez un projecteur et quelques mâts. Alors, on n'a pas pu éviter les mâts, ils sont très fins, mais on n'a pas pu les éviter, qui distillent une brume d'eau extrêmement fine. C'est-à-dire, moins il y en a, mieux ça marche, parce que vous ne voyez pas la brume, en fait. Et elle apparaît quand il n'y a pas de vent, cette vache. Donc là, c'est un essai avec un oiseau. La vache n'est pas très... Bon, on n'est pas très heureux de la vache. Et elle est blanche, évidemment, parce que c'est un fantôme. Et donc, elle se déplace, finalement, elle redisparaît. Et ça ne marche, c'est aléatoire, parce que ça ne marche que quand il n'y a pas de vent. C'est-à-dire que s'il y a du vent, l'écran de brume d'eau, ne fonctionne pas, parce qu'elle ne se tient pas, tout simplement. Et donc la vache n'apparaît pas. Et donc, le maire adorait ça. Il m'a simplement dit, mais il voulait que je garantisse que finalement, il y aurait au moins 20% de temps, ça ne fonctionne que la nuit, bien sûr, parce que la jour, ça ne marche pas, que 20% du temps, la vache apparaîtrait, au moins 15. Enfin, il voulait négocier un temps minimum, et ce n'était pas possible, bien sûr. Voilà, donc... alors, je crois qu'ils s'en servent maintenant pour d'autres, parce que c'est géré de manière... c'est pas par Wi-Fi, hein, donc ils s'en servent pour d'autres usages. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose qui marche avec ce problème du temps. Euromed, c'est peut-être un peu long tout ça, donc si vous trouvez que c'est trop long, ou si... voilà. Donc on va peut-être un peu accélérer. Donc Euromed 2, c'est une grande opération donc, de 150 hectares qu'on fait encore avec François Leclerc, avec qui je travaille depuis très longtemps, et on s'entend assez bien. Où au fond, ce qui nous intéressait, nous, donc Euromed 2 après Euromed 1, vous avez tout le quartier ici hein, de Euromed, avec la limite qui, en fait, ce sont les bâtiments qui sont en blanc, hein, qui constituent la limite. Le port qui est à droite, sachant que l'opération n'atteint pas le port, puisqu'on a toute une série de voies ferrées donc, qui longent le port, qui ne font pas partie du périmètre. Donc c'est un quartier de 150 hectares, 10 à 12 000 logements, c'est le futur Marseille, dans un lieu qui était, là encore, il y avait d'autres, là où il y a le parc, en fait, c'est aujourd'hui encore des Watchman Fair, un quartier qui est un peu en déshérence, avec des rénovations plus ou moins hasardeuses, ou des friches qui se libèrent pour construire des choses pas très intéressantes parce que pas très surveillées. Maintenant, cette partie fait partie de Marseille, fait partie du périmètre de l'établissement public d'Euromed, donc un établissement public d'État, hein, avec des pouvoirs et des prérogatives qui sont quand même assez conséquents, ce qui est nécessaire à Marseille,
pour que ça marche, sinon ça ne marche pas très bien. Et, voilà. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'est finalement comment, au travers d'opérations de renouvellement profond urbain, mais quand même de renouvellement urbain, comment on peut réinscrire un certain nombre d'éléments qui dépassent la question finalement qui nous est posée très largement et qui inscrivent ou réinscrivent des dispositifs qui sont à une échelle métropolitaine beaucoup plus vaste. Et donc le premier dessin qu'on a apporté chez François Leclerc à la première réunion, c'était celui-là. C'était finalement, on s'est aperçu qu'il y avait d'une part, donc vous avez le périmètre en gris là de Romède. On avait d'une part donc le centre de Marseille un peu plus bas, hein, vous voyez le vieux port ici, à droite un peu près dans l'angle entre le trait noir et ce trait noir épais et puis ce fil rouge descendant. Le centre de Marseille est là, donc il s'étend au nord. Et le périmètre, que vous voyez, 150 hectares. Et puis on s'est aperçu que finalement, il y a là un des 3 dispositifs hydrographiques de Marseille, les égalades, et qu'il est enterré en partie, mais pas partout, il est moins en amont. Par contre, il y a beaucoup de parcelles industrielles qui arrivent contre ce ruisseau, industries qui en général ne sont pas en très très bonne santé et qui vont au minimum pour être localisées, si elles ne disparaissent pas, pour être localisées ailleurs, avec des conditions finalement d'exploitation et d'accessibilité bien meilleures. Donc il faut que la ville procède à une série de rachats de parcelles, hein, c'est au fil du temps. Et puis finalement, cet élément qui dans le site est complètement remblayé parce que c'est une plateforme ferroviaire, et ensuite se jette à la mer. Et donc finalement, le projet devient l'occasion, l'opportunité pour déverrouiller la partie qui est en aval et qui est aujourd'hui la plus difficile. Et qu'en déverrouillant celle-là, ça sera assez facile finalement, par un système de rachat de quelques parcelles, de retrouver ce lien à la montagne marseillaise qui est tout au nord, hein, la chaîne de l'Étoile qui est tout au nord, ce lien direct qui a existé, par lequel d'ailleurs on amenait, il y avait des glacières, c'est-à-dire que les Marseillais faisaient de la glace dans ces parties-là, qu'ils amenaient au centre-ville pour les périodes chaudes, des glaçons, hein, de la glace, des glaçons. Voilà. Donc ce vallon a une histoire extrêmement riche. Il a disparu à un moment donné sous l'effet de l'industrie et de l'occupation des rivières, mais aussi de l'utilisation de l'eau. Il y a beaucoup d'eau à Marseille, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas de problème de manque d'eau. Voilà. Ceci n'étant plus nécessaire, on redécouvre cet intérêt et l'opportunité est là. Il n'y en aura qu'une, il n'y en aura pas deux. Et donc on a travaillé là-dessus, sur ce parc-là, sur l'idée d'un grand parc, de première pièce d'un grand parc métropolitain, qui aura une vocation donc à une autre échelle, mais aussi sur la question des inondations, parce que à tout enterrer, finalement, on se retrouve avec des systèmes qui sont insuffisants, surtout qu'on a beaucoup minéralisé en amont. Le sol, on a imperméabilisé le sol, et il y a énormément d'inondations dans la partie sud du terrain. Donc le parc lui-même devient encore plus qu'à Boulogne, une machine hydraulique qui va gérer toutes les crues et qui va être mis en eau par le fil d'eau des égalades. C'est-à-dire qu'on va dériver. Il y a un tuyau qui existe déjà qu'on va conserver. L'eau, quand il y en a peu, on va la mettre dans le parc. Et quand il y en a beaucoup et que le tuyau qui est actuellement enterré ne peut plus assumer sa fonction et que ça déborde, c'est le parc qui va gérer cette eau supplémentaire. Et tout le parc est construit sur l'hypothèse que finalement l'eau ne va jamais à plus de 0,5 m secondes, qu'il n'y a pas plus de 3 mm de pente sur son fil d'eau, et que, sauf à faire des dispositifs particuliers, et que du coup, même en cas de crue, le parc, ce n'est pas un réservoir qui se détruit et qu'on doit reconstruire après. Les aménagements qui sont dessus sont totalement pérennes. Voilà. Donc c'est à la fois un travail sur une infrastructure, c'est une infrastructure hein, qui n'est pas qu'une infrastructure environnementale, écologique et sociale, dans le sens où effectivement c'est un grand parc, c'est aussi une infrastructure technique extrêmement puissante, et parfois et souvent le paysage c'est aussi ça, c'est aussi une infrastructure. L'autre ligne, c'est celle qui correspond finalement au grand axe marseillais, qui va des montagnes qui sont au sud et qui nous amène au Calanque, et qui traverse tout Marseille, donc c'est l'axe du Prado, se termine par la rue de Paris, et un peu après est un peu diffus, il est un peu perdu. Il y a cette autoroute, et c'est par laquelle aujourd'hui on a une arrivée fantastique sur Marseille, qui est la 55, donc en invitation,
qui a juste le défaut d'être pas du tout aux normes, et personne ne veut payer pour sa réfection. L'État dit que cette autoroute est dans le périmètre de Marseille, donc c'est une voie métropolitaine et non pas nationale, donc l'État ne veut pas payer. Marseille soutient le contraire. Voilà. Le projet va être l'opportunité à la fois de garder ce système-là, mais de le mettre dans un sarcophage, c'est-à-dire qu'on est obligé de le reconstruire, et par contre d'instituer une sorte de grand belvédère en amplifiant la géographie préexistante et en permettant cette continuité physique, finalement, de ce trait rouge jusqu'au nord de la limite de Marseille, qui est un grand territoire. Marseille a ses campagnes, ses villages, ses campagnes, ses montagnes, donc jusqu'au-delà de l'Estac, sur la côte bleue, tout là-bas, donc à l'extrémité au nord de l'image, en haut de la feuille de l'image. Voilà, donc ça c'était l'autre dispositif, c'est finalement de dire que ce grand belvédère qu'on allait installer, qui va caractériser ce quartier comme le raccrochant finalement par la vue à la mer, alors que de l'autre côté, depuis le parc, on a surtout des vues sur les collines qui sont en arrière, et non pas sur la mer, puisqu'il est un peu légèrement en dévers, ce parc. En même temps, on va le réinscrire dans un dispositif métropolitain beaucoup plus vaste qui concerne la totalité de Marseille. Voilà, donc voilà le belvédère, hein, c'est juste... Et en fait, l'autoroute est remise en sarcophage en dessous. Donc on a rehaussé simplement, cette géographie préexiste, on l'a rehaussée, on a besoin, c'est très technique, pour des besoins de déblai-remblai sur l'ensemble du périmètre de Rambouillet, et on fabrique cette géographie. Voilà. Donc voilà le dispositif des égalades. Et le parc, dont ça fonctionne normal, hein, avec des plans d'eau et un petit ruisseau là, qu'on ne voit pas très bien, qui est sur la droite de l'image. Et puis en cas de crue, voilà, c'est ça. C'est ça, mais avec une vitesse qui est très très faible. C'est-à-dire qu'on a travaillé de manière très, très proche avec les hydrauliciens qui font partie de l'équipe. Ça a été modélisé, ça a été remodélisé. Donc c'est un peu empirique au départ, parce que finalement, c'est nous qui devons donner les conditions. Eux donnent les conditions techniques, mais nous les conditions spatiales. Voilà. Donc voilà le principe, en gros, de l'eau. Autre dispositif, et peut-être que je ne sais pas quelle heure il est, on va peut-être arrêter après. 21h. Non, ça fait qu'1 heure que je parle. Autre dispositif, là, c'est quelque chose qu'on vient de commencer, qui s'appelle le Grand Parc, Garonne Grand Parc, ou Grand Parc Garonne, je ne sais plus, un truc comme ça, et qui en fait est lié à une demande du Grand Toulouse, finalement de faire en sorte que les espaces liés à la Garonne et les canaux, donc on parle bien du canal du Midi, hein, construit par Riquet à l'époque de Louis XIV, qui est classé au patrimoine mondial, et que ce double dispositif qui traverse l'ensemble du Grand Toulouse redevienne l'ossature de l'espace public toulousain. Donc il l'est par fragments, en fait. Il y a des choses qui existent. Il n'a jamais été pensé à l'échelle métropolitaine. Il n'existe pas à l'échelle métropolitaine. Et surtout, il doit être le vecteur non seulement d'un certain nombre d'aménagements pour permettre ces usages, aussi bien linéaires que ponctuels, mais aussi de programmation à l'échelle métropolitaine, de programmation faisant en sorte que finalement, à certains endroits, on va trouver des choses qu'on ne va pas retrouver de l'autre côté. Il y a toute une série de communes, hein, il y a plusieurs dizaines de communes autour de Toulouse, faire en sorte qu'elles ne soient pas dans une mise en concurrence et qu'elles programment 2 fois les mêmes choses. Voilà. Donc c'est aussi une grande programmation autour de cet ensemble qui devrait à terme, puisque là on est missionné, c'est ce que je vous explique au départ, sur 10 ans. Donc pendant 10 ans on accompagne le maire en fait, s'il est réélu, mais il le sera. C'est peut-être ça d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, soit parce qu'ils sont convaincus qu'ils seront réélus, soit parce qu'au fond, ils arrivent à dépasser cette question-là, un certain nombre de maires sont prêts à s'engager sur des réflexions et sur un travail prospectif de beaucoup plus grande échelle, à la fois d'espace et de beaucoup plus grande échelle de temps. Donc ça aussi, c'est une grande modification
très bénéfique pour l'émergence de grands projets et de grandes décisions qui avaient eu un peu tendance à disparaître ou qui en France n'existaient plus que par le biais des grandes décisions de l'État, qui ont parfois leur intérêt, mais pas toujours. Voilà. Et donc là, finalement, c'est aussi un travail de programmation, d'analyse, évidemment, quelle est la qualité de tous ces lieux, qu'est-ce qu'ils enchaînent, quelle relation finalement on a avec la campagne, comment entre eux ils s'articulent, et les canaux, parce qu'il y a d'autres canaux, il y a d'autres sous-ensembles, et comment finalement on pourrait l'exploiter. C'est aussi une affaire de mobilité, c'est une affaire de confort et de plaisir, de promenade, c'est une affaire de loisirs, mais c'est aussi une affaire de mobilité, et c'est aussi une affaire d'emblème et finalement d'identité, hein, que le maire veut finalement réafficher de manière plus forte. Donc voilà, donc finalement c'est un travail assez complexe, assez long, sous forme d'atelier. On travaille avec tous les élus, on travaille avec tous les lobbies. Il y en a des lobbies, y compris les mariniers par exemple. Hein, c'est un gros lobby, les mariniers. Très grande gueule. Et donc c'est un travail de très longue haleine sur lequel il faut pas être pressé, parce que trop de rapidité nuit finalement à cette bonne concertation, à cette bonne élaboration, et on ne sera probablement jamais maître d'œuvre d'aucun des projets qui va émerger. On sera toujours du côté des élus. Et c'est pas très grave. Au fond, c'est assez satisfaisant de mettre en place finalement des principes et de les suivre à distance, en étant du côté politique finalement, plus que du côté de celui qui va réaliser et qui va inscrire son... Voilà, donc après, finalement, la Garonne, c'est tout ça. Hein. Ça, c'est un peu l'ADN finalement de ce projet. C'est à la fois la Via Garona, donc ce tracé qui préexistait à l'époque déjà romaine, et puis le réseau de la Garonne, avec les modes doux qui préexistent, hein, effectivement, tous les systèmes de pistes cyclables, mais qui ont été faits par fragments, pas pensés globalement, les transports structurants. Toulouse a des métros et des trams, le réseau navigable, bien sûr, tout un système de portes qui préexistait, parce c'est une série de communes qui se sont agrégées aussi, donc il y a une histoire qui est assez complexe. Cette continuité écologique qui est réelle, écologique et environnementale, les canaux bien sûr et la Garonne, et tout ça forme ce qu'on appelle le Grand Parc Garonne. Le Grand Parc Garonne qui finalement fait à peu près 3500 hectares. Donc finalement l'agglomération de Toulouse, et on revient au propos du départ, à son grand parc qui à la fois est un bout de la forêt, des zones humides, des canaux, des espaces plus urbains, même un peu de culture, du maraîchage en tout cas, une série de choses assez complexes qui forment le territoire habité du Grand Toulouse. Donc voilà l'illustration. Voilà, et pour clore, pas grand-chose à voir, mais moi je monte souvent ce projet parce que je l'aime beaucoup. On avait fait un concours il y a quelques années pour le stationnement du Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas si vous connaissez le Mont-Saint-Michel, mais c'est un des lieux emblématiques pour les Français, comme la Pointe du Rhin, enfin pour des raisons un peu plus religieuses, on va dire, mais quand même. Il y a d'ailleurs tout ce mélange. Les gens qui viennent juste passer quelques heures aujourd'hui stationnent au pied du Mont-Saint-Michel et en même temps pique-nique, prennent 2 photos et repartent. Et puis les pèlerins, hein, toujours très nombreux, qui accèdent à pied et qui ensuite traversent toute la baie du Mont-Saint-Michel très souvent pour aller du côté de la Manche, de l'autre côté. Et finalement, c'est juste un parking. Donc ce parking doit être à distance du Mont-Saint-Michel. Il était prévu à distance du Mont-Saint-Michel, derrière une première digue, dans des polders. Finalement, ce concours a été annulé, les parkings ont été mis plus loin. On n'a pas refait le deuxième concours, il nous intéressait moins. Là, on était vraiment dans les premiers polders, derrière une première digue. Au-delà, c'est les Présalés. Ensuite, c'est la baie du Mont-Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel, qui avait tendance à s'envaser. Le principe était de retrouver le caractère maritime du Mont-Saint-Michel avec la digue qui disparaît. Et donc ça, on ne participait pas à ce projet. Les parkings au pied du Mont-Saint-Michel qui disparaissent. Un système de passerelle pour accéder au Mont-Saint-Michel. Et puis tout un travail sur l'arrivée de l'eau, finalement, qui permettait ensuite de retrouver des courants
qui désensablerait le Mont Saint-Michel et lui permettrait de retrouver complètement son caractère maritime. Pour nous, ce qui était important, c'est finalement c'est comment on arrive. C'est quelle est la perception qu'on a, quel est le premier contact qu'on a visuellement avec le Mont Saint-Michel. Quelle est la première perception qu'on a à distance, cette première rencontre, alors que souvent on a fait des centaines de kilomètres en voiture et qu'on est dans cette tension de ce moment, et que du coup, c'était ça le plus important, ce n'était pas l'aménagement du parking lui-même, on s'en moquait complètement, c'était juste cette rencontre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc vous voyez Mont-Saint-Michel sur la carte, hein, on a fait les deux routes possibles, les deux routes majeures, on va dire, hein, parce qu'en général, soit vous venez de Rennes, au sud, hein, soit vous venez de Paris ou d'autres villes, ou de Rouen, etc., et vous venez par l'est, donc vous arrivez depuis la droite de l'image. Et donc, on a fait les deux routes. On a fait plusieurs fois les deux routes, finalement. Cette route nord-sud, qu'est-ce qu'on voit? Comment on aperçoit le Mont-Saint-Michel? Et quand on vient du sud, on est assez déçu, parce que finalement, on ne le voit plus. On a toute une série de magasins de souvenirs, de choses assez insignifiantes et je trouve totalement imposées de ce qu'on attend du Mont-Saint-Michel. Bref, une image assez brouillée et pas très plaisante. Voilà, et quelque chose qui réduisait finalement le Mont-Saint-Michel à un objet touristique commercial qu'on trouvait extrêmement agréable. Et l'autre parcours, à l'inverse, c'est ce trait rouge ondulant que vous voyez qui longe la mer, donc qui là est en couleur sable un peu, enfin sable un peu sombre, mais sable quand même. Et cette digue, et cette route, elle longe une digue, et pratiquement tout le temps, cette digue qui a une hauteur constante, elle a cette qualité. D'abord, il n'y a personne d'autre entre vous et la digue, quand vous êtes en voiture. Enfin, il y a deux, trois moments où il y a une petite maison, mais c'est tout. Donc ce que vous avez comme horizon, c'est la digue. Et au-delà, vous n'êtes jamais en situation de voir la mer elle-même, la baie du Mont-Saint-Michel. Vous voyez le Mont-Saint-Michel et le ciel. Et ce moment que vous longez pendant des kilomètres et qui perdure, on s'est dit qu'il fallait le garder le plus longtemps possible. C'est-à-dire que la compréhension du sol, la perception du sol, qui est changeant, parce que quand c'est marée haute, c'est une étendue d'eau, et quand c'est marée basse, c'est une étendue de sable, avec ces dessins très particuliers d'ailleurs liés au flux et au reflux des marées. Et bien ce moment, il fallait le moment où on comprend sur quoi est posé le Mont-Saint-Michel, qu'il n'est pas en suspension, que c'est un objet réel, et bien finalement, il fallait le retarder le plus possible. C'était ça, en fait, l'idée du projet. Alors, on s'est aussi aperçu que finalement, les polders sur lesquels on devait inscrire, avec le système de gestion de l'eau, hein, de ramassage de l'eau, enfin de collecte des eaux, hein, donc avec une pente sur les polders et puis des fossés, ils avaient une géométrie qui était une géométrie qui évite finalement le Mont-Saint-Michel, une géométrie un peu biaise. Et donc, cette géométrie un peu biaise pouvait nous aider finalement dans la constitution dans la mise en place d'un principe qui allait nous permettre finalement de retarder le plus possible cette perception du sol, mais aussi cette perception du parking finalement. Parce que c'est quand même 3000 voitures à la fin. Le troisième élément, c'était celui-là, c'est effectivement ce qu'on retrouve autour du Mont-Saint-Michel, donc c'est pour les cultures de moules et d'huîtres, et donc ce genre de pieux, donc beaucoup sont abandonnés, pas tous. C'est assez étonnant dans la baie du Mont-Saint-Michel, ces formes de grands objets très, 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 très étonnants qui disparaissent à marée haute. Et on trouvait qu'il y avait une très grande poésie dans ces choses parce que chaque tronc finalement est différent, est usé, comme s'il avait accompli durement son labeur et qui continuait à résister plus ou moins efficacement. Il y avait une sorte un peu comme des figures humaines finalement, un peu fatiguées. Et c'est ces troncs-là qu'on allait finalement remettre. Alors là, c'est coupé dans l'autre sens. Donc finalement, ce sont des continuums de troncs. Hein. Là, ce sont des lignes. De manière à ce que finalement, on puisse, par le jeu de la perspective, comme lorsqu'on vous longe une grille, si vous regardez de travers, vous voyez au travers, mais si vous regardez dans la perspective, la grille va effacer finalement ce qui se passe devant vous. Et pour nous, c'était une façon d'effacer le parking. Ces éléments font 1,50 m, ils sont à la même hauteur que la digue.
on inclut dans ces éléments la signalétique et un petit peu d'éclairage, finalement, ces éléments 1,50 m, la plupart des gens, la hauteur de vue, finalement, la hauteur de l'œil est plus haute qu'1,50 m. Par contre, les voitures font moins d'1,50 m. À l'époque, il n'y avait pas de 4x4 comme maintenant. Bon, aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais on aurait interdit les 4x4, on les aurait mis ailleurs. C'est pas très grave. Voilà. Et finalement, alors, la partie gauche, c'est un peu faux, mais finalement, on voit bien à droite ce que ça peut donner. C'est que lorsqu'on marche et qu'on regarde un peu en biais le Mont-Saint-Michel, parce que le Mont-Saint-Michel est un peu en biais, dû à cette géométrie, et qu'on longe les fossés, finalement, on ne voit pas. Et en fait, à gauche, c'était le même principe, mais je n'ai pas la bonne image. On ne voit pas très vite, on masque les parkings. Et par contre, ce qu'on voit, c'est les gens qui marchent sur la digue et qui, eux, ont enfin découvert dans quoi le Mont-Saint-Michel était installé. Et donc, c'est cette simple idée, finalement, qui a guidé la totalité du projet. On a perdu, bien sûr. Le projet qui a gagné a mis des milliers d'arbres et a tout caché. Les voitures depuis le Mont-Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel depuis le parking. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie.